À côté de la mobilisation des ressources, il y a un volet optimisation de la dépense publique. Et c'est là qu'on pose la question de la rationalisation de l'État, de la réduction de la taille. Il y a une économie de 100 milliards qui est annoncée, jugée dérisoire par certains, loin de ce qui est demandé d'ailleurs aux ménages et aux entreprises. Tout à fait. Ouais, c'est la portion la plus congrue, parce que c'est l'exercice le plus difficile. Ouais. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps de la discussion, le temps de l'échange. Généralement, les gens parlent de la réduction du train de vie, mais c'est un exercice très, très difficile. D'abord, parce que la dépense publique est un acteur important de l'économie. Les dépenses de l'État entretiennent d'autres secteurs économiques. Quand vous les réduisez, ça impacte aussi l'économie. Il y a aussi d'autres conséquences qu'on n'évoque pas assez. Oui. Aujourd'hui, vous réduisez le train de vie, vous nous parlez de mutualisation de certains services, mais vous le faites, il faut assumer jusqu'au bout. Vous allez faire quoi? Des plans sociaux? Vous allez faire des départs volontaires comme lors des plans d'ajustement? Vous allez envoyer les Sénégalais au chômage? Je pense que ce n'est pas ça le but de l'exercice. Vous savez, après la crise financière de 2008, quand ces pays européens ont voulu lancer cette arlésienne-là de réduction du train de vie de l'État, mais ils avaient des solutions toutes faites, mais ils n'ont pas réussi tout ce qu'ils voulaient. Vous prenez un pays comme la France, ils ont commencé par quoi? Ils ont commencé par une évaluation des politiques publiques. C'est quoi les politiques publiques qui sont prises en compte par l'État? C'est quoi l'amplitude de l'action de l'État? Une fois que cet exercice est terminé, ils ont mis en place un ministère très, très intéressant qu'ils ont appelé le ministère de la réforme de l'État, de la fonction publique et de la décentralisation. Réforme de l'État, c'est-à-dire tout l'appareil administratif, fonction publique et décentralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les grands leviers de l'État, les entités décentralisées. Vous regardez le plan de redressement. Dans ce pays-là, les collectivités territoriales qui dépensent des dizaines de milliards ne font absolument pas partie du plan de redressement. Oui. C'est comme s'ils n'ont pas un effort à faire. Vous prenez la fonction publique, mais tout le monde sait que notre plus gros poste de salaire, de dépenses, c'est les salaires de l'administration. Donc aujourd'hui, c'est un exercice très très délicat. Et ces pays-là, quand ils l'ont essayé, ils ne l'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont réduit leurs dépenses militaires. Parce que leurs pays sont adossés à l'OTAN. Aujourd'hui, quand ils ont la crise avec l'OTAN, avec l'arrivée de Trump, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont considéré que comme ils ont des besoins nouveaux, notamment les réarmements, mais ces dépenses seront considérées hors déficit. Je pense que ce n'est pas aussi simple que les gens le pensent. Je pense que sur ces aspects-là, nous avons encore aussi besoin de prendre le temps de la réflexion. Le Premier ministre dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en réflexion. Je pense qu'on ne bouge pas un moment comme ça. Oui. Je pense que nous devons travailler, avoir des organisations spécifiques qui vont faire ce travail-là et au fur et à mesure travailler à réduire l'amplitude de l'État. Parce que les gens parlent souvent de véhicules, de carburant, mais comme on dit en droit, l'accessoire suit le principal. Tant qu'il y aura des postes, il y aura des véhicules. Mais si on réduit l'amplitude de l'action de l'État, de manière réfléchie, de manière concertée, là, on peut avoir les résultats escomptés. Mais il ne faut pas croire que c'est un exercice très, très simple. Ça va être difficile. Très difficile. Finalement, ce plan-là, il le fallait, vous le disiez, à l'entame de cet entretien. Maintenant, on va y aller, mais la portée sociale de ce plan-là, il faut carrément la mesurer. Tout à fait. Parce qu'effectivement, on est dans une situation assez difficile pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faudra tirer donc comme conséquence selon vous? D'abord, moi, d'où l'importance qu'il y a à apaiser les relations dans ce pays. Je pense qu'on ne peut pas continuer à être dans un Sénégal de deux camps, où il y en a qui pensent que le pays a été détruit, a été pillé et qui continuent à le faire croire aux Sénégalais, et un autre camp qui pense qu'en face, on a des incompétents qui ne savent pas où ils vont. Je pense qu'il y a des moments dans la vie d'une nation où on doit pouvoir se poser et se parler. Quand la banque Barclays met notre dette à 119%, moi, en tant qu'acteur, ça m'inquiète. D'où l'important qu'il y a à avoir des démarches inclusives, à avoir une réflexion approfondie qui associe le maximum d'acteurs. On l'a dit, le Premier ministre l'a dit hier, je pense, en Turquie, quand il va arriver, il va rencontrer le secteur privé. Ouais. C'est un besoin important. Après le secteur privé, pour moi, il devra rencontrer les collectivités territoriales. Ce sont des acteurs incontournables. Là, ce qui nous rattrape, c'est qu'à un moment, on a eu un maire qui demande une audience à un président qui n'a pas voulu le rencontrer. Je pense que quand un pays est en crise, nous devons des fois apprendre à faire un sursaut et apporter les solutions que les populations attendent.
Bien sûr, ce sera un temps d'effort qui, au bout, doit nous permettre dans 3 ans de trouver des finances assainies pour pouvoir nous projeter. N'oublions pas que aujourd'hui, hors gaz, hors pétrole, notre croissance est à peu près de 4%. Ce qui est contraire aujourd'hui de la SND, puisque la SND avait promis de réduire la pauvreté au Sénégal à l'horizon 2050 de 37% à 10%, à condition de faire des croissances d'au moins 6,5% par an. Je pense qu'on ne peut plus continuer dans ce pays-là, comme je l'ai dit, à avancer d'un pas, à reculer, à faire des efforts et à nous retrouver à la prochaine crise au point de départ. Oui. Je pense que c'est ce que j'appelle l'effet sisivesque de notre économie. Nos gouvernements se battent, nos gouvernements prennent des initiatives, les Sénégalais font des efforts. Je me mets à la place de nos parents qui ont subi la dévaluation, qui ont subi les plans d'ajustement structurel. Je me mets à la place de toutes nos générations qui ont vu leur étude à cause d'une année blanche ou à cause des moyens perdre leur avenir. Et aujourd'hui, qu'on se retrouve, nous, quasiment dans la même situation qu'en 1995, où on doit repenser nos finances publiques, où on est là à nous dire que les comptes sont trafiqués, on a 119% d'endettement. Je pense qu'on doit, pour une fois dans ce pays, avoir une démarche qui nous permet de regarder vers l'avenir. Comment faire plus de croissance, comment transformer notre économie. Et c'est un défi qui n'est pas un défi du pouvoir, c'est un défi de toute la classe politique. Surtout que on est dans une situation qui est difficile depuis un certain temps. On a vécu